Les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter. Partout en Europe, vous avez des petites entreprises qui ferment à cause des prix de l'énergie et vous avez des grandes entreprises qui, elles, sont en train de se délocaliser aux États-Unis ou dans d'autres pays où les prix de l'énergie sont restés stables ou quasiment stables. Et pour nous expliquer cette augmentation des prix de l'énergie en Europe, eh bien, les gouvernements européens ont désigné 4 coupables. Le premier coupable, ça serait le prix des énergies classiques, que ce soit le gaz, le pétrole, le charbon ou même le nucléaire. Le deuxième coupable, eh bien, ce serait la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le troisième coupable, un peu plus vieux, c'est l'épidémie de Covid-19. Et le quatrième coupable, c'est le cartel pétrolier de l'OPEP. Bref, l'Europe a décidé quels étaient les coupables pour pouvoir nous expliquer pourquoi les prix de l'énergie augmentaient. Mais est-ce que c'est réel? Eh bien, pour en parler, j'ai invité Rémi Prudhomme, qui est l'auteur du livre Les vrais responsables de la crise énergétique. Rémi Prudhomme, bonjour. Bonjour. Alors, alors, vous êtes docteur en économie, vous avez fait HEC, vous avez fait Harvard, vous avez ensuite enseigné l'économie à Paris 12, au MIT, à l'Université de Venise. Vous avez été directeur adjoint de l'environnement à l'OCDE et vous avez été régulièrement consultant à la Banque mondiale. Je dis ça pour que les gens se rendent compte que voilà, vous savez de quoi vous parlez. Et donc, ma première question, c'est est-ce que vraiment les causes de cette augmentation de l'énergie, ce sont les causes que nous donnent les grands pays européens? Tout d'abord, il ne faut pas parler de l'énergie au singulier, mais au pluriel, parce qu'il y a toutes sortes d'énergies et leur prix ne se détermine pas de la même façon et n'évolue pas de la même façon. Et on peut toujours trouver un exemple pour prouver n'importe quoi et son contraire. Donc il faut être prudent et, ou plus exactement, il faut être nuancé et euh, préciser de quelle énergie on parle. Il n'y a pas euh, une augmentation globale de toute l'énergie dans le monde. La plus importante d'entre elles, qui est probablement le pétrole, ne connaît pas actuellement un prix particulièrement élevé. On est aujourd'hui du côté de 85 $ le baril. On a, au cours des 20 dernières années, connu des 110, 120, ou même qu'on a atteint 140 à un moment. Donc, c'est vrai d'un côté. D'un autre côté, on a les prix de l'électricité dans beaucoup de pays en Europe qui sont 5 ou 10 fois plus élevés qu'ils n'ont jamais été. Donc, il faut être discriminant quand on parle et préciser de quoi on parle. Alors, ceci dit, qu'il faut garder en tête et qui est important, c'est vrai, comme vous le dites, que les gouvernements, et en particulier le nôtre, ont tendance à désigner des coupables qui ont pour eux le grand avantage qu'ils n'y sont pour rien et que ces coupables-là les exonèrent totalement, ce qui est plus confortable pour eux. Mais ce qui est malheureusement, pas malheureusement d'ailleurs, mais ce qui est inexact. Alors j'en ai identifié 4, mais il y en a peut-être d'autres. Le premier, c'est de dire que, bon, ce que beaucoup de gens disent, c'est le point de vue malthusien, de dire il y a, comme on prélève de plus en plus de pétrole ou de gaz ou de charbon, il y en a de moins en moins, il y en aura de moins en moins, et donc il sera de plus en plus coûteux à extraire, et donc on a là un motif d'augmentation des coûts. Cet argument ne vaut rien. Ça fait 2 siècles que les gens nous prédisent qu'on va manquer de tout, ou ce qui revient au même que le prix de n'importe quoi va s'envoler, et rien de tel ne se produit. Pourquoi? Parce que on a des progrès techniques qui permettent de compenser
la réalité physique qui existe parfois derrière cette affirmation. Mais si vous prenez la plupart des combustibles fossiles, les réserves que l'on a aujourd'hui sont aussi importantes que celles qu'on avait il y a 50 ans. Ça veut dire que c'est pas vrai qu'il y en a de moins en moins et donc que c'est de plus en plus cher. Donc cet argument-là, qui est très employé, qui l'est par beaucoup de gens, et qui voient dans la nécessité de se serrer la ceinture ou de diminuer la population depuis Malthus, qui voit la seule politique à suivre, cet argument-là ne vaut pas cher. Alors, juste pour vous couper et pour expliciter un peu les choses, l'idée que donc moi j'ai 48 ans, l'idée qu'on arrive au pic du pétrole, je l'entends depuis les années 2000. Hein, c'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'on me dit qu'on arrive au pic du pétrole. Bon. Et en fait, quand vous dites qu'il y a la même quantité qu'il y a d'énergie fossile aujourd'hui qu'il y a 50 ans, c'est juste que, enfin, si je ne me trompe pas, c'est juste qu'en fait, la technique s'est améliorée. Donc, on peut aller chercher du pétrole dans des eaux beaucoup plus profondes, ce qu'on n'était pas capable de faire avant. On est capable de trouver du pétrole de schiste, ce qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc, en fait, effectivement, on utilise du pétrole et dans ce sens, il y en a de moins en moins, mais il y a plein de pétrole qu'on n'était pas capable d'aller chercher avant et que maintenant, on sait aller chercher. Et ça va probablement durer encore très longtemps, cette histoire. Absolument. C'est ça, hein, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on a la même chose dans beaucoup d'autres domaines, comme celui de l'alimentation, où on nous dit qu'on va tous mourir de faim, surtout si la population continue d'augmenter. Donc ça, c'est une mauvaise justification, explication. Alors, il y en a une deuxième qu'on met sur la table, c'est la guerre à l'Ukraine. Il ne faut pas dire la guerre de l'Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une guerre de la Russie à l'Ukraine. C'est un détail, mais qui a, moi, pour les Ukrainiens, son importance. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous disent que la cause, c'est la guerre que fait la Russie et les sanctions que l'Occident a prises pour punir la Russie. Ce n'est pas totalement absurde, mais c'est globalement inexact. D'abord parce que ça n'a rien à voir avec des sources d'énergie comme le pétrole ou comme le charbon. Il n'y a pas de crise du prix du pétrole ou de crise du prix du charbon. Ça a un impact, cette guerre a un impact sur le gaz, au moins le gaz qui se déplace, qui est déplacé, transporté par oléoduc, ce qui était le cas du gaz qu'utilisait l'Europe, qui était du gaz de Russie, qui venait par oléoduc. Parce qu'il y a deux formes de gaz. Il y a le gaz gazeux qui se transporte comme ça par oléoduc pour pas très cher. Et puis il y a le gaz liquide qui est le même qui a été liquéfié, ce qui coûte de l'argent, et qui est transporté par bateau sur de très très longues distances, avec comme double inconvénient que ça coûte cher de le liquéfier et que ça coûte cher de le déliquéfier ou de le regazéifier à l'arrivée. Ça, c'est le gaz qu'on achète actuellement aux États-Unis. Ou au Qatar. Et il s'est trouvé que l'Europe, ou plus exactement l'Allemagne, et aussi des pays comme l'Autriche et l'Italie, étaient très dépendants du gaz gazeux qui arrivait par oléoduc et qui arrivait principalement de Russie. Alors, il se trouve qu'il n'arrive plus, ou beaucoup moins. Pendant longtemps, il a continué à arriver, même encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gazoducs qui fonctionnent. Hein. Mais le fait est que dans le cas de l'Allemagne en particulier, il y a un manque d'un gaz dont l'Allemagne a le plus grand besoin.
pour toutes sortes de raisons, et comme elle n'en a pas beaucoup, comme elle en a de moins en moins, et que la demande est restée à peu près la même, les prix se sont envolés. Et qu'on avait commis l'erreur de s'accrocher à ce marché-là, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, et donc que la France, comme d'autres pays européens, voit que elle a du gaz qui coûte très cher, et comme ce gaz est en partie sert à produire de l'électricité, le prix de l'électricité flambe lui aussi. Donc ça, c'est vrai qu'en ce sens-là, la situation gazière de l'Europe, qui n'est pas indépendante de la guerre que mène la Russie et des sanctions surtout qu'on a appliquées, c'est vrai que ça contribue, mais d'une façon qui sera sans doute temporaire, ça contribue à l'augmentation des prix. D'un autre côté, cette même guerre en Russie, cette même guerre de la Russie, elle a pour effet d'affecter l'économie de beaucoup de pays, de l'Ukraine d'abord, de la Russie aussi, et des pays européens qui voient leur PIB stagner, dans certains cas, le cas de l'Ukraine et même de la Russie, décliner. Ce qui est très bon pour maintenir le prix des énergies à un niveau plus bas. Ça exerce un effet, il y a un effet dépressif lié à cette guerre qui ne peut pas ne pas jouer à la baisse des prix. Donc, faire de cette guerre la cause principale des problèmes qu'il y a sur les prix, en effet, actuellement, est tout à fait excessif. Il y a un troisième accusé, c'est le cartel pétrolier, qui existe, l'OPEP, qui est d'autant. Alors, la raison d'être d'un cartel pétrolier, c'est de faire monter les prix. C'est de faire monter les prix en freinant la production, de façon à ce que si la demande reste la même, eh bien, les prix, évidemment, s'élèvent. Et c'est la raison d'être. L'OPEP ne se cache pas qu'il a envie de vendre le pétrole de ses membres le plus cher possible pour augmenter la rente qu'il a. Donc, ça se fait ouvertement, c'est pas un manigancé dans un coin. C'est ce que font tous les cartels. Sauf que, en fait, ces cartels ont toujours beaucoup de difficultés à réussir à faire ça, parce qu'il y a toujours un membre du cartel qui, en cachette, va se mettre à vendre. Quand ils se mettent d'accord pour réduire leur production, et il y en a toujours un ou deux qui trichent, et puis il y a tout un tas de gens qui ne sont pas membres du dit cartel. Et comme le cartel n'a pas énormément de moyens, il ne peut pas envoyer l'armée chez les gens qui trichent pour les punir, dans beaucoup de cas, les cartels n'arrivent pas à leur fin. Heureusement pour les consommateurs, oui. Ah, je ne vous entends plus. Voilà, ça. Donc, que l'OPEP ait envie d'augmenter les prix, ça c'est sûr, c'est normal, c'est le contraire qui serait étonnant. Encore que le principal membre de ce cartel, qui est l'Arabie Saoudite, a compris que ce n'est pas son intérêt de tuer la poule aux œufs d'or et d'avoir des prix trop élevés qui vont inciter tous ses clients à se passer de pétrole et à utiliser d'autres façons de faire. Et de toute façon, l'expérience des 40 dernières années montre que l'OPEP ne parvient pas à faire obtenir des prix très élevés très longtemps. Lorsque les prix sont très bas, ils arrivent à les
les élever un petit peu, et puis c'est à peu près tout ce qu'ils arrivent à faire. Donc, voir dans l'OPEP, en fait maintenant c'est l'OPEP+, parce que la Russie est devenue membre de l'OPEP. Mais même l'OPEP+, n'est jamais parvenu et ne parvient pas vraiment à peser d'une façon considérable sur les prix. Donc, c'est pas raisonnable de dire qu'on a là la cause de ce qui se produit. Enfin, il y a un dernier accusé qui est la Covid. La Covid a servi d'explication à tout ce qui se produit depuis 2 ans à propos de tout. C'est la faute au Covid, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la faute au Covid. Alors, bien entendu, les prix élevés, c'est la faute au Covid. Ça, c'est complètement idiot parce que le Covid, s'il a eu une action, ça a été de diminuer la production dans beaucoup de pays, à commencer par dans tous les pays du monde d'ailleurs, et en particulier en France. Et qui dit production qui diminue, dit demande de pétrole qui faiblit et prix du pétrole qui tend à baisser. Donc, de ce côté-là, la Covid devrait. Alors, on dit qu'il y a eu un rebond. Évidemment, il y a eu un rebond, mais on n'est même pas au niveau où on était en termes de PIB, d'activité économique, où on était en 2019, avant la Covid. Et donc, c'est pas sérieux de rendre la Covid responsable de cette hausse des prix de l'énergie. L'intérêt de tous ces faux coupables, c'est que ça exonère les gouvernements de toute responsabilité. C'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres. Oui, j'en ai souvent parlé, mais c'est exactement ce qu'on a vu lors de l'inflation aux États-Unis dans les années 80, où Nixon insistait, et le premier directeur de la Fed insistait sur le fait que c'était pas leur faute, c'était l'OPEP, c'était les ouvriers, les syndicats, c'était tout le monde, mais c'était ni le gouvernement ni la Fed. C'est toujours le cas, c'est jamais. Vous seriez chargé de la communication du gouvernement, vous ne diriez rien d'autre. Voilà. Mais si vous êtes extérieur et honnête, vous êtes obligé de dire que c'est pas ça et qu'il faut chercher ailleurs et qu'il faut chercher plutôt du côté de l'action des gouvernements, d'une autre et puis de beaucoup d'autres aussi d'ailleurs. Et vous, donc, vous avez identifié 3 autres causes qui ont fait cette augmentation des prix de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Un peu liées. Il y en a une cause qui est la fiscalité. L'énergie est un secteur, en particulier en France d'ailleurs, mais pas seulement en France, qui est extrêmement taxé. En réalité, d'ailleurs, dans un pays comme la France, les carburants, c'est les deux, le gazole et l'essence, ce sont les biens les plus taxés de France, après le tabac. Il y a le tabac, mais autrement, le caviar, les yachts, tout ce que vous pouvez imaginer est beaucoup moins taxé que de nos campagnes. Alors, c'est bien connu, tout le monde sait ça, c'est bien connu, c'est facile. Alors, l'ordre de grandeur, on les connaît, hein, les taxes font plus de la moitié pour les carburants, un très gros tiers pour l'électricité et pas presque autant pour le gaz. Donc, on a affaire à des produits, à des biens qui sont très taxés. Pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, parce que c'est relativement indolore, jusqu'à un certain point quand même. Les Gilets jaunes ont trouvé que ça devenait trop. C'est très facile à taxer. Vous avez 15 pétroliers, vous leur demandez de faire le boulot pour vous, ça ne vous coûte rien, ils vous envoient un chèque chaque mois, vous pouvez vérifier, mais enfin ça ne coûte pas cher. Vérifier 20 sociétés, vérifier 20 millions de contribuables, c'est plus compliqué, quoi.
Et puis, Oui, il oui, y a... et puis il y a le côté qu'on citait tout à l'heure d'ailleurs. Du coup, c'est pas l'État le méchant, c'est-à-dire que c'est Total qui vous fait payer votre essence trop cher, Voilà, c'est voilà. EDF qui a l'électricité trop chère, mais c'est pas l'État. Oui, c'est ça. C'est un C'est peu. ça. Moi, j'ai fait mon début de carrière dans les assurances. Il y avait des taxes qui se rajoutaient tout le temps sur les assurances. Les gens disaient les assurances, ça coûte de plus en plus cher. Oui, mais une bonne partie, c'était les taxes Absolument, qui absolument. augmentaient à chaque fois un nouvel impôt, une nouvelle taxe. Vous les Alors mettez comme ça là, sur des entreprises. Et... donc, et puis en plus, il y a des raisons, ou en tout cas des arguments écologiques, parce Oui. que euh, taxer les carburants, c'est être vert, c'est être vertueux. Donc un gouvernement qui peut à la fois ramasser de l'argent et être bien vu d'une grande partie de l'opinion en faisant ça, évidemment, il en profite. Faudrait, euh, faudrait qu'il soit bien sot pour ne pas le faire, puisque ça marche. Alors, ce qui est facile, enfin, ça c'est une chose. Pour expliquer la hausse que l'on connaît, là, qui n'est pas considérable, comme je l'ai dit, mais enfin qui est très réel quand même depuis 4 ou 5 ans, il faut s'assurer qu'il y a bien eu une hausse des taxes sur l'énergie. C'est le cas. Ça se vérifie, il y a eu des hausses qui ont varié selon les domaines, mais on est du côté de 40 ou 50% en l'espace d'une dizaine d'années. Donc là, il y a une cause de hausse qui est patente et qui est évidente et qui est mesurable. En ce qui concerne l'électricité, euh, cette hausse ne bénéficie pas au trésor, elle ne bénéficie pas au budget, parce qu'il s'agit d'une taxe qui est affectée et qui est affectée entièrement aux, euh, aux renouvelables. Donc l'argent que vous payez, que l'on paye sur tous toutes les énergies, en particulier toutes les autres formes d'électricité. L'argent que vous payez sur l'électricité nucléaire que vous consommez, cet argent-là, il sert à subventionner directement, automatiquement, les renouvelables. Donc, l'État, c'est lui qui a géré, qui a décidé ça, évidemment, mais ça n'apparaît pas au budget de l'État. Vous pouvez regarder le budget de l'État, vous ne verrez pas les taxes considérables prélevées par euh, sur l'électricité dessus. Donc on a une... Alors, les États s'en vantent de cette hausse de prix. Il y a un accord général pour dire qu'il faut une taxe carbone. Le mot est très clair, taxe carbone. C'est une taxe, quoi, sur le carbone ou le CO2, mais enfin, vous ne pouvez pas consommer du carbone sans émettre du CO2, et donc tout le monde dit souhaiter, là encore, il ne s'en cache pas, c'est pas manigancé dans un recoin de Bercy, c'est officiel. Oui, mais quand vous dites tout le monde, j'ai l'impression que c'est principalement les États européens, parce que Exactement. les Oui, États-Unis n'ont pas eu une augmentation du prix de l'essence ou du prix du gaz. Il y a vraiment que nous absolument. qui nous tirons comme ça des balles dans le pied. Hein. Oui, absolument, absolument. Vous avez raison, mais c'est tout le monde en Europe, à peu près tous les partis politiques, des centaines d'associations qui ont un intérêt dans la chose. Et donc les gens s'en vantent, et tout le monde vous dit qu'il en faudrait plus. La taxe carbone, il y a 1000 textes qui disent on va l'augmenter petit à petit, on l'a augmenté un peu d'ailleurs, et ça a fait crier les gilets jaunes tellement qu'on a arrêté cette augmentation-là. Mais enfin, il y a une volonté d'avoir, c'est pas un secret, j'ai pas fait une découverte en expliquant que la fiscalité contribuait à augmenter le prix des énergies, puisque c'est un objectif affiché, répété, toutes les institutions je ne sais pas quoi, de l'ADEME, du Haut Conseil des renouvelables, enfin, tout ce qui existe en France comme institution, y compris Jean Tirole, le prix Nobel, dit il faut augmenter la taxe carbone, et donc augmenter le prix des
renouvelables. Pas le prix des renouvelables, de l'énergie. des Oui. énergies. Donc ça, c'est une cause qui est assez facile à identifier. Alors, il y en a une autre, une deuxième, qui est un peu du même tonneau. C'est le tout renouvelable. Ce qui a caractérisé d'ailleurs le paysage sociopolitique, c'est ces quatre totems. Ces quatre totems ont été le tout renouvelable, le tout anti-nucléaire, le tout Europe et le tout marché. C'était vraiment des totems de nature religieuse. Il ne s'agissait pas, si vous osiez faire une remarque, même mineure, sur l'un de ces thèmes-là, vous étiez un hérétique, vous méritiez le bûcher, littéralement. C'est le propre des idéologies que d'être totalement entière et de vous empêcher de réfléchir, quoi. Alors, l'un de ces piliers, c'est le tout renouvelable. Les Allemands avaient montré la voie. Tout ça s'est passé il y a une douzaine d'années. Il y a 15 ans, il n'y avait rien. Et puis, il y a une douzaine d'années, ça s'est produit. Les Allemands ont montré la voie, se sont jetés à corps perdu avec une énergie allemande et un dogmatisme très teuton. Et beaucoup de gens en France ne cessaient de dire il faut prendre modèle sur les Allemands. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Les Allemands ont obtenu que tout cela soit répété par l'Union européenne, par la Commission et même par des conseils européens, et on s'est jeté dans les renouvelables. Les renouvelables, d'ailleurs, c'est un mot qui est un peu excessif parce que l'hydraulique est tout à fait renouvelable et n'a aucun des inconvénients dont on parle. Mais renouvelable, ça veut dire les renouvelables intermittents, c'est-à-dire le photovoltaïque et l'éolien. Oui. Et cette folie, outre le fait que cette folie a eu comme inconvénient de coûter très cher. D'abord parce que ça passe nécessairement par l'électricité. Il n'y a pas d'énergie renouvelable autre que par l'électricité. Enfin, il y a peut-être des moulins à eau encore, à eau, qui produisent, qui font du grain. Les moulins faisaient du grain. Enfin, c'est pas fréquent. Qui dit renouvelable dit électricité. Oui. Et alors, ça coûte plus cher. La preuve en est que c'est subventionné. C'est subventionné avec l'impôt dont on parlait tout à l'heure, entre autres. Et on a dépensé 60 ou 70 milliards d'investissements dans l'éolien et le photovoltaïque. À titre de comparaison, le programme électronucléaire réévalué a coûté 100 milliards, si l'on en croit la Cour des comptes. Donc on a en 12 ans dépensé presque plus que la moitié de ce qu'on a dépensé pour faire de nucléaire. Et puis à côté de ces coûts-là, il y a des tas de coûts indirects qui sont plus difficiles à estimer, mais parce qu'ils sont indirects, on les voit moins bien. Mais vous avez par exemple les coûts de transport. Avant, il y avait 100 points d'où on sortait de l'électricité. Il y avait 20 sites nucléaires, je ne sais pas quoi, 25 barrages, et puis je ne sais pas quoi. Maintenant, il y a 10 000 éoliennes et je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de champs de panneaux photovoltaïques. Tout le monde comprend que pour relier 100 points à l'ensemble des consommateurs,
ça coûtait moins cher que pour relier 10 000 points à l'ensemble des consommateurs. Pas dans la proportion de 100 à 10 000, mais enfin, ça coûte 1 ou 2 milliards par an, parce qu'il faut faire des raccords plus grands, etc. Deuxièmement, le caractère intermittent fait qu'il y a des sautes considérables dans la production d'un quart d'heure à l'autre. C'est pas tout le monde fait ça. Quand le soleil se couche, on passe de quelque chose à zéro. Donc, ça fait des chocs considérables dans le système électrique. Alors, on peut amortir ça. Il y a des appareils qui sont meilleurs que d'autres, qui permettent de faire des choses. Et puis aussi, on est obligé d'avoir, et on est bien content d'avoir de l'électricité fossile que l'on peut faire soit augmenter, soit diminuer pour pouvoir lisser ce que le renouvelable n'est pas capable de faire. Et ça coûte de l'argent. Ça a un coût qui est très élevé. Ce n'est pas facile à estimer, mais on a des idées et l'ordre de grandeur a l'air d'être à peu près le même que le coût des investissements à proprement parler. J'oublie d'ailleurs de dire quelque chose qui est très important, c'est que quand les renouvelables produisent, ils ont obtenu que, c'est pas l'État, c'est un opérateur, en l'occurrence c'est EDF, achète tout ce qu'ils produisent au moment où ils produisent, même si on n'en a pas besoin. D'accord. Ça veut dire que l'opérateur, on rembourse quand même en principe EDF pour ça, mais ça veut dire que l'opérateur, le réseau de transport de l'électricité, doit immédiatement, qu'est-ce qu'il peut faire? On n'a pas besoin de cette électricité-là. On n'en a jamais eu besoin d'ailleurs, parce que quand on l'a lancé il y a 10 ou 12 ans, on avait un stock de capital nucléaire et hydraulique qui suffisait à nos besoins. On était même exportateur un peu. Et comme la demande n'a pas augmenté du tout, la bonne politique consistait à ne rien faire du tout, à entretenir quand même les barrages et les centrales nucléaires. Mais on n'avait pas besoin du tout, on n'a toujours pas besoin du tout. Enfin, la situation de cette année est un peu particulière, mais pendant les 10 années qui se sont passées, on n'avait pas besoin du tout. Et qu'est-ce qu'on faisait de cette électricité? Elle était ou bien exportée, ou bien elle nous obligeait à baisser la production nucléaire ou la production hydraulique. Ce qui est une absurdité parce que le gain, l'économie qu'on fait en demandant à une centrale nucléaire de ne rien produire, elle est pratiquement égale à zéro. Le capital est là, les salariés sont là, peut-être qu'on économise un petit chouïa d'uranium, mais encore comme l'uranium compte pour presque rien dans le coût de l'électricité nucléaire, c'est de la perte sèche. Et tout ça se retrouve dans les prix, parce que quand on jette de l'argent par les fenêtres, il y a bien un moment où ça apparaît. Donc, ce tout renouvelable dans lequel on s'est engagé, encore, on a été moins loin que d'autres, hein, ce tout renouvelable se trouve nous coûter de l'argent et contribue à augmenter les prix. D'ailleurs, on a un graphique que je reproduis dans ce petit livre qui montre pour 20 pays européens le prix que paient les usagers, les ménages, en fonction du pourcentage de renouvelables dans le mélange électrique. Ça augmente. Plus il y a de pourcentage électrique, plus le prix est élevé. Les Allemands paient leur électricité juste 2 fois plus que nous, et les Danois aussi, parce qu'ils ont beaucoup plus. Donc on a tout ce que je viens de dire sur le coût se retrouve évidemment dans le prix de l'électricité. Donc on a là une source de hausse des prix.
Entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ces jours-ci, la Commission européenne vient d'infliger une amende à la Oui, j'ai vu France ça. de la bagatelle de 500 millions d'euros, un demi-milliard. À quel motif? Au motif de ce que nous n'avons pas fait assez de, de, ce, de ce renouvelable qui nous coûte si cher. Et, euh, et le plus fort, c'est qu'ils ont raison, pour la raison que euh, ce qui nous est imposé, c'est une amende pour engagement non tenu. La France, c'est la France qui a pris des engagements, ce n'est pas l'Union Oui. européenne qui les a pris pour nous, c'est des ministres français qui ont été à Bruxelles dans des réunions, qui ont dit nous nous engageons à faire beaucoup de renouvelables, c'était des engagements absurdes puisque déjà on en a fait trop, et en plus, et de toute façon intenables, qui n'ont pas été tenus, et donc les bureaucrates de Bruxelles, ils font leur boulot comme un radar qui constate que Oui. vous avez fait un excès de vitesse et qui vous envoie les petits mots doux qu'on reçoit dans ces cas-là. Donc Mais les gens, c'est là qu'on voit effectivement qu'on est dans une religion. C'est-à-dire que absolument, le but de départ, c'est d'utiliser moins de CO2. Bon, exactement, parce que le CO2 serait responsable du réchauffement climatique. Bon, c'est possible, c'est c'est pas pas sûr. évident, mais bon, allez hop, on l'accepte, c'est comme ça. Donc, il faut faire moins de CO2. Et pour faire moins de CO2, on utilise du renouvelable. Bon. La France est condamnée à payer une amende parce qu'elle n'a pas fait assez de renouvelables. L'Allemagne, elle, en a fait assez, donc elle n'est pas condamnée à payer l'amende. Mais la France fait beaucoup moins de CO2 que l'Allemagne. Ah, beaucoup, c'est pas C'est-à-dire que durable. Oui, c'est même pas c'est plus l'objectif absolument, le but, c'est pas l'objectif. Le but, c'est de mettre des éoliennes. On se fout complètement du fait que ce soit utile ou pas utile. Le exactement, but, c'est de mettre des éoliennes. Et si vous exactement, mettez pas assez d'éoliennes, vous avez une amende. Peu importe que vous utilisez beaucoup moins de CO2 que les autres. On, exactement. on est, on est dans une religion, on n'est plus du tout dans quelque chose On est dans l'absurde. On d'utile. est le meilleur On est élève absurde. de l'Europe avec la Suède, et c'est nous qui Ouais. sommes montrés du doigt. On nous met un bonnet d'âne et en plus on nous punit. Et en plus, on nous C'est punit. Oui, oui, une absurdité c'est Kafka. complète, Ouais. mais qui illustre en effet le caractère religieux n'ayant rien à voir avec la pensée rationnelle. Mm. J'en viens à mon dernier coupable, qui est le plus important, je pense, parce qu'il ne concerne pas que la France et même pas que l'Europe. C'est que dans les, pratiquement l'ensemble des pays développés, on a été contre, contre l'énergie en général. Euh, L'idéologie était d'être contre tout, contre l'énergie nucléaire, contre toutes les énergies fossiles, même contre l'hydraulique dans des pays, parce qu'il y a des petits poissons dont ça gêne la vie sexuelle, paraît-il, et donc on était contre tout. On a été jusqu'à dire partout que il fallait pas euh, euh, prospecter, il fallait pas faire chercher du gaz de schiste en Europe. C'était interdit. En France, on a été jusqu'à interdire de faire des recherches pour Mm. savoir s'il y en avait. Pour un chercheur comme moi, c'est pas le genre de choses qui, euh, qui, euh, qui plaît beaucoup. Mais on a toutes les institutions d'aide, en particulier aux pays en développement, ont interdit aux pays en développement de chercher du gaz et du pétrole chez eux. Toutes les banques de développement, les banques de développement publiques, celles de la France, quand on dit on est généreux, on donne de l'argent aux pays en développement, on le donne, mais on leur interdit. On veut même pas leur prêter de l'argent pour faire pour chercher du pétrole ou du gaz. Et on voit que même pour les entreprises françaises, la BCE a demandé aux banques
d'arrêter de prêter de l'argent aux entreprises Absolument, absolument, pétrolières, aux entreprises. C'est absolument, fou. Enfin, c'est pas dans le mandat de la BCE de faire du vert. Hein. C'est pas du tout. On leur demande de absolument, s'occuper de l'inflation. Ils n'y absolument, arrivent pas, mais ils vont se mêler de choses qui ne sont pas du tout dans leur mandat. Quoi. Et la absolument, BCE a demandé aux banques d'arrêter de prêter de l'argent à toutes les entreprises polluantes. absolument. Et C'est une religion. c'est une religion. L'une des bonnes nouvelles d'ailleurs de la COP là, de Sharm el-Sheikh, c'est que les pays pauvres, et en particulier les pays africains, ont clairement dit ça suffit. On en a assez de ne pas pouvoir exploiter, nous empêcher d'exploiter du pétrole ou du charbon ou du gaz dont on a un besoin absolument euh, impérieux pour donner de l'électricité aux millions de gens qui n'en ont pas chez nous et qui, de ce fait-là, ne peuvent pas lire, ne peuvent pas se soigner et qui nous empêchent de nous développer. On en a assez et on en a assez de recevoir des leçons de gens qui, en plus, vous êtes développés avec tout ça autrefois. Donc, Oui, c'est totalement extravagant. Mais ça a été très loin. Même les États-Unis, vous dites que les États-Unis ont fait, ont fait comme nous, ils ont fait moins mal que l'Europe, mais quand même, quand Biden est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite, ça a été de fermer ou d'arrêter un, un gazoduc qui devait amener du gaz de l'Alberta, du Canada, jusque dans le sud des États-Unis. Il a interdit que l'on puisse louer des terres publiques pour prospecter du gaz de schiste. Et il a lui-même dit du mal des investissements étrangers à l'étranger dans la recherche et la prospection. Le résultat, c'est que ça a marché, ces chantages et ces interdictions ou ces pressions. Ça a marché. Au cours des dernières années, les investissements dans l'exploitation pétrolière et gazière ont diminué par 2. Comme la demande, elle, ne diminue pas, en dépit des rêves de ceux qui voudraient qu'on se passe de tout ça, ils roulent quand même en voiture aussi, et ils prennent l'avion quand même, on a là un facteur de hausse des prix qui est évident. Alors, on voit, on a des scènes absolument molièresques. Quand on avait comment ça s'appelle, l'Assemblée générale de Total. Alors, il y avait des tas de gens, ça allait des banquiers au Loubard de Notre-Dame-des-Landes qui étaient unis dans la même lutte contre Total en disant Total, vous devez arrêter d'extraire du pétrole. Ça, pour une entreprise pétrolière, c'est évidemment une demande de suicide, quoi. Mais oui. enfin, ils exercent des pressions. Alors bon, Total peut trouver le moyen quand même de passer outre à ça, mais enfin, il y en a qui cèdent, quoi. Et moi, je vois dans cette... et les mêmes, en plus, étaient contre le nucléaire et ont empêché qu'on en fasse dans beaucoup d'endroits, y compris en France, où la doxa était on arrête, on diminue. Il y a encore des textes votés à l'unanimité pratiquement au Parlement, droite et gauche, pareil, hein, je crois que les textes en vigueur disent qu'il faut éliminer encore 17 centrales nucléaires. Oui, les textes n'ont pas changé. Les textes n'ont pas. Emmanuel Macron a beau avoir dit qu'il a changé sa doctrine. Enfin non, il n'a pas dit changer, mais non, maintenant il est en faveur du nucléaire. Maintenant, bon, il a gardé les anciens textes qui demandent de fermer encore 12 réacteurs. Ce totem du tout antinucléaire est très fragilisé quand même, au moins en France. C'est récent, depuis 6 mois quand même. L'opinion a été très largement modifiée là-dessus. Maintenant, on peut dire que c'est bien de faire du nucléaire et qu'il faut en faire sans se faire insulter. C'est le seul. Mais les 3 autres, parce qu'il faut que je revienne là-dessus aussi,
les trois autres totems continuent de sévir. Quels sont ces trois autres totems? C'est d'une part l'Europe, Europe, ça ne discute pas, c'est bon pour l'Europe, donc vous n'avez plus qu'à baisser la tête et dire, comme d'autres disent Hare Krishna, de dire Europe, Europe, d'une part, et d'autre part le marché. En tant qu'économiste, je pense le plus grand bien du marché en général, évidemment, pour éliminer les rentes et pour stimuler les innovations. Mais les économistes savent aussi que le marché, il y a des tas de cas dans lesquels ça ne marche pas et qu'ils ont identifié les market failures, on dit les échecs du marché, on sait très bien, et la plupart des problèmes d'énergie tombent dans cette catégorie. Et la folie, les deux folies là, du non-nucléaire ou de l'anti-nucléaire et du pro-renouvelable ont été largement portées par l'Europe. L'une des raisons pour lesquelles les ministres français n'ont pas osé se battre à l'Europe, c'est peut-être qu'ils étaient nuls et qu'ils ne comprenaient pas, mais c'est aussi qu'ils ne voulaient pas faire de peine à l'Europe, parce que c'était politiquement quelque chose en quoi ils croyaient comme un croyant peut croire. Et l'Europe a été plus loin, c'est qu'on a créé un marché pratiquement unique. Alors, il n'est pas parfaitement unique parce qu'il n'y a pas assez d'interconnexions. Comme écoute 1 ou 2 milliards chacune, quand même, on n'en a pas fait autant qu'il fallait. Mais enfin, en gros, il y a quand même un marché. Et ce marché est dominé par l'Allemagne. Et l'Allemagne a été la pire des politiques en matière d'énergie. Et on est attaché, on est suspendu à ça. Donc on a à l'heure actuelle un système absurde où, alors que nous, on n'est pas très dépendant du gaz pour notre chauffage en général, et l'électricité en particulier, l'Allemagne, elle, est totalement dépendante. Et donc le fait que les sanctions qu'on a prises contre la Russie font qu'il y a moins de gaz, font que le prix du gaz est extrêmement élevé en Allemagne, et pour cette raison-là, et pour cette seule raison-là, il est élevé chez nous, et c'est vrai aussi de l'électricité. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que les prix de l'électricité en France aient beaucoup augmenté. Ils n'avaient pas augmenté d'ailleurs jusqu'en 2008, ils diminuaient. Depuis, ils ont beaucoup augmenté. Mais là, ils sont tirés vers le haut par l'Europe. Avec d'ailleurs que ça engendre des rentes absolument considérables. Tous les gens qui fabriquent de l'électricité en France, à commencer par EDF, gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils la vendent au prix allemand, qui est extraordinairement élevé du fait de la folie des Allemands. Donc là, alors, le gouvernement est obligé d'intervenir et de mettre des dizaines de milliards sur la table pour protéger un peu les Français. Il a probablement raison, compte tenu des erreurs qu'il a faites auparavant et qu'il ne veut pas reconnaître. Et le pire de tout, c'est que sur cette histoire de renouvelables, on s'apprête à redépenser encore autant, c'est-à-dire encore une centaine de milliards, pour rien. Ah non, mais c'est fantastique. Moi, quand j'ai vu qu'on se mettait à mettre des parcs éoliens en mer, alors que sur Terre, tout le monde trouve ça moche, on sait que ça marche pas, on sait que c'est pas efficace. Allez hop, maintenant on va les mettre dans la mer, comme ça on pourra les voir même quand on va à la plage. Ça coûte le double. Ça sera à peine plus efficace. Ça coupe le double, si c'est un peu plus efficace, parce qu'il y a plus de vent quand même. Oui, il y a surtout moins de relief, donc le vent est plus continu, mais tous ceux qui ont fait un peu de voile dans la vie savent qu'on ne peut pas se mettre à un endroit et être certain qu'on aura du vent pour avancer. Ah ben non. Il y a des moments où il n'y a pas de...
on sait que ça, on passe de 25% du temps et que ça fonctionne, une éolienne sur Terre, à 35% en mer. On Oui, gagne, voilà, on gagne, mais on a le même problème d'intermittence, mais ça coûtera plus cher oui, et ça pourrit complètement les paysages. Mais bon, absolument. Enfin, en même c'est temps, c'est difficile de le pourrir plus que ce que font un oui. certain nombre d'éoliennes sur Alors, Terre. Mais ceci, je vais rassurer quand même. Alors, je vais être un peu mauvaise langue, mais je vais rassurer les gens. Il n'y en a pas devant la maison d'Emmanuel Macron, hein, je parce que sais ça, oui, je sais c'est ça. le seul endroit où il n'y a pas d'éolienne qui soit prévue. Hein. Rassurez-vous, il y en aura pas. Je crois que c'est au Touquet. Il n'y en a pas. Voilà, Moi, c'est le seul endroit où il n'y je en a pas. connaissais des gens dans la Creuse qui étaient effarés par les éoliennes qu'on voulait mettre sous leurs fenêtres. C'est un pays pauvre, il y a rien. La seule chose qu'ils ont, c'est que c'est beau et on le leur pique. Ouais. Donc il y avait une dame qui était désolée et elle a dit, elle a écrit à l'Élysée, elle a dit j'offre une maison gratuitement à Madame et Monsieur Macron. Pour qu'il n'y ait pas d'éolienne. Ouais. Non, mais c'est terrible, mais bon, L'humour n'est pas la chose on du ne monde. sait pas dans quelle mesure ils sont intervenus pour qu'il n'y ait pas d'éolienne en face de chez eux, mais n'empêche qu'il n'y a pas d'éolienne Non, près de leur maison de campagne, c'est tout. ils n'ont pas eu besoin d'intervenir. Là, l'esprit de servilité est tel qu'il y a des tas de gens qui se sont précipités pour ça. Ouais, c'est malheureusement bien possible. Donc, vous avez identifié donc trois Ben, problèmes. C'est les taxes sur c'est- l'énergie, il y le avait frein écologique, et les puis les taxes, renouvelables. les freins renouvelables, et les freins et les renouvelables, et le tout multiplié par un coefficient. Non, il y en a un autre. Il y a par le coefficient marché, le coefficient Europe. Il y en a un autre aussi dont on ne parle pas et qui est pourtant une évidence criante, c'est le décrochage de l'euro par rapport au dollar. Parce que le prix notamment le prix du pétrole ou du gaz se négocie en dollars. Or, l'euro a glissé de 30% en 5 ans par rapport au dollar. Ça fait une augmentation de 40% du prix en euros du baril de pétrole et de la BTU de gaz. En plus, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'on achetait notre gaz aux Russes en euros. C'est-à-dire que l'accord qu'on avait avec la Russie pour acheter le gaz, on l'achetait en euros. Alors maintenant, on l'achète en dollars aux Américains et c'est beaucoup plus. Non, On mais c'est pas prend. seulement parce qu'on achète, on l'achète surtout aux Saoudiens et aux Qataris. Oui. C'est pas quand on achète aux Saoudiens et aux Qataris, on paye en dollars comme si on achetait aux Aux Américains. États-Unis, hein, ou aux Ouais. Norvégiens d'ailleurs. Ça m'étonnerait que les Norvégiens ne vendent pas leur gaz en, en dollars. Très bien. Voilà. Ben, Marie, Rémi Prudhomme, je vous remercie. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Les vrais responsables de la crise énergétique, et je mets un lien dans la description pour que on puisse le trouver chez votre éditeur. Je crois que c'est L'Artilleur. Oui, c'est ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.